Parmi les nombreuses thématiques politiques qui parcourent l'histoire du cinéma français, le système éducatif est souvent mis en avant par des cinéastes qui souhaitent en parler. Qu'il s'agisse de le défendre ou bien de le critiquer dans l'objectif d'observer les failles d'un système qui serait aujourd'hui défaillant. Il est connu que l'école en France a une réputation qui est extrêmement élitiste et qui marque toujours plus les inégalités et avantage les plus aisés ayant accès plus facilement à un capital culturel que ceux vivant dans une plus grande précarité avec un accès à la culture plus restreint. Ces dernières années, le premier film qui peut nous venir en tête est celui de Laurent Cantet, Entre les murs, sorti en 2008 et adapté du roman éponyme de François Bégodeau, qui fut professeur de collège dans des quartiers populaires. Le film était très bon, je trouve, dans son réalisme cru pour souligner les soucis que se prenait un professeur, non seulement face à des élèves turbulents, mais aussi face à toute une institution qui les considérait simplement comme des chiffres, sans aucune possibilité d'émancipation ou de compréhension. Plus récemment encore, Thomas Lilti sort Un métier sérieux en 2023, qui met en scène la volonté de transmettre au sein d'un groupe de profs en quête d'esprit de groupe. Un film vu pour certains avec un œil assez bourgeois et idéaliste, qui ne perçoit à aucun moment un semblant de réel et des conditions de ses professeurs et de ses élèves. On a eu en Allemagne La salle des profs, filmé comme un thriller, qui parlait des fake news et du harcèlement scolaire par le prisme d'une professeure dépassée par des événements. Et mercredi dernier est sorti Pas de vague, un film dont la bande-annonce a fait polémique, mais je n'ai pas vu le film. Je le prends juste en exemple pour montrer que la subjectivité et le vécu d'un ou d'une cinéaste va aussi se répercuter dans sa manière de faire le film et de critiquer un système qu'il juge défaillant. Le système éducatif français est vu sous plusieurs angles et points de vue de cinéastes, anciens profs ou pas, pour traiter d'un problème éthique ou politique qu'il juge important de mettre en avant. Et c'est très souvent sujet à débat. Mais ce qui ressort souvent des critiques faites à l'égard de la plupart de ces productions, c'est qu'on n'est pas assez proche du réel de ce qu'il s'y déroule. Et quand c'est trop woke car ça montre juste des personnes racisées à l'école pour les droitards, c'est pas assez radical pour beaucoup de gens de gauche ou bien sous un point de vue qui s'ancre dans une bien-pensance bourgeoise auto-centrée qui édulcore et évite beaucoup de sous-textes politiques. Alors où chercher? Comment réussir à filmer et à faire un film qui puisse relater un système éducatif défaillant? J'ai parlé d'Entre les murs qui, à mon sens, le fait très bien, car même si c'est une fiction, beaucoup d'éléments du réel viennent alimenter la mise en scène. Mais il y a un autre film que j'ai découvert récemment et qui, en plus d'être incroyable pour moi, fait face à un conflit d'opinion dû à un conflit de génération qui n'ont pas les mêmes codes d'éducation. Alors qui a raison, qui a tort? La première chose, c'est d'abord de se dire que si on cherche un film qui veut filmer le réel, la réflexion serait alors de se tourner vers le documentaire. Car même si le documentaire provient aussi d'une vision subjective d'un cinéaste, il va en revanche bien plus s'accorder à découvrir quelque chose en le filmant simplement. Mais le documentaire est à la marge des films qui sortent en salle. Il faut donc creuser pour les trouver et s'intéresser un tant soit peu au cinéma pour les dénicher, et il y en a un paquet sur l'école. Mais celui dont j'ai envie de vous parler fut un succès international le jour de sa sortie. Le film Être et avoir sort le 29 août 2002 en France et est réalisé par Nicolas Philibert, un cinéaste de documentaire toujours actif, qui avait sorti le très beau Sur l'Adamant l'année dernière. Son tout dernier film est actuellement en salle et se nomme Averroès et Rosa Parks et est en lien direct avec le film Sur l'Adamant. Être et avoir prend place dans une école communale, un petit établissement géré par un instituteur qui s'occupe d'enfants entre 4 et 11 ans qui doivent apprendre et travailler ensemble. Cette école est située en Auvergne, dans une zone rurale, et l'on va suivre pendant près de 2 heures ces enfants au quotidien. Nicolas Philibert a fait le tour de France avant de trouver cette école. Il a rencontré près de 300 instituteurs et a décidé d'articuler son documentaire autour de ce petit établissement scolaire. Comme le documentaire est à la marge des films de fiction, on estime le succès triomphant d'un docu dès lors qu'il s'approche des 200-300 000 entrées. À la fin de sa sortie en salle, Être et avoir cumule 1,6 million d'entrées en France et cartonne partout dans le monde. Les gens sont émus devant ces enfants et l'ambiance chaleureuse de cette école sous une bienveillance remarquable d'un instituteur attendrissant. J'ai eu l'occasion de découvrir ce film lors d'une séance spéciale et la distributrice du film le vendait comme une œuvre chaleureuse qui met en valeur l'école républicaine. Première phrase qui m'a un peu crispé et on va voir si c'est vraiment le cas, mais ce qui m'a beaucoup intrigué, c'est que la réception de beaucoup de scènes par le public contrastait beaucoup avec mes réactions à moi, et aussi avec ma compagne avec qui je regardais le film. Là où des spectateurs majoritairement âgés de 50 à 65 ans riaient aux éclats, on était, nous, devant une expérience de cinéma qu'on trouvait profondément tragique. Alors était-ce le but du cinéaste? Est-ce lié à l'époque qui a changé en 20 ans? Je trouve ça intéressant d'essayer d'analyser ça avec vous.
Le film commence avec des vaches lors d'une tempête de neige, et des vachers tentant de les ramener dans leurs enclos respectifs. Il y a beaucoup de vent, il semble faire très froid, mais les vachers se démènent durement face au climat. Très doucement, la caméra va rentrer dans l'école, vide, pour créer une rupture de ton. D'un seul coup, tout paraît plus chaud et confortable. Le calme plat de la salle de classe contraste avec la difficulté de l'extérieur. Pour moi, Être et avoir va s'articuler autour de ce postulat. Derrière la brutalité du monde se trouve une bulle, cette école, qui sera une sorte de refuge pour les enfants. Mais pourquoi un refuge et surtout est-ce vraiment le cas? L'école est constituée de plusieurs élèves, mais le film va se concentrer sur 3 ou 4 caractères bien trempés. Un garçon du nom de Jojo, ayant du mal à se concentrer mais à la fourberie très touchante. Julien, un garçon plus âgé qui fait partie de ceux allant au collège l'année d'après. Et 2 ou 3 filles qui ont du mal à apprendre et sont plongées dans une grande timidité. L'une d'elles semble par ailleurs en souffrir psychologiquement. Ces élèves sont donc encadrés par un instituteur, Georges, qui part bientôt à la retraite après 30 ans de métier. Par le biais d'une caméra très simple, posée, mêlée dans des parcelles du quotidien de cette classe, le documentaire laisse apparaître effectivement un aspect chaleureux. Les enfants semblent bien s'entendre entre eux, Georges est d'un professionnalisme impressionnant dans la façon de leur parler et de les appréhender. Bref, les premières minutes sont assez agréables, car elles sont aussi remplies d'un réel que la plupart de celles et ceux nés dans les années 90 connaissent. Mais très vite, de cette ambiance chaleureuse, Nicolas Philibert va parvenir à transpercer cette bulle pour voir les conséquences du monde extérieur qui entoure ses élèves. Et ce monde extérieur n'est pas chaleureux, n'est pas très glamour. D'ailleurs, l'école ne l'est pas tant que ça non plus. Le fond d'Être et avoir, c'est de mettre en avant un système éducatif qui contraint les enfants à être dans une sorte de concurrence, à se sentir mal, nul, dès lors que l'un d'eux a plus de mal à comprendre un problème de maths ou à écrire et se rappeler d'une phrase pendant une dictée. Sans qu'il y ait forcément de moquerie, il se dessine clairement cette frustration, car Philibert fait quelque chose de brillant dans sa manière de cadrer. Il ne prend pas les enfants pour des débiles, il les prend pour ce qu'ils sont, des êtres en pleine transformation, qui découvrent des choses à grande vitesse et qui, malgré leur naïveté et taquinerie, gardent au fond d'eux une espèce de mal-être. Le film le montre simplement en choisissant de les filmer quand ils ne parlent pas ou quand ils réfléchissent, quand ils ont du mal. Car en plus d'être sûrement un peu impressionnés par la caméra, ils sont sous pression constante, qui n'est pas forcément de la faute de Georges, qui est difficilement critiquable tant il dégage une humanité très sincère, mais d'un système qui pousse à considérer une discipline scolaire comme une humiliation dès lors qu'on ne rentre pas dans les clous. Ces enfants transpirent ça. Ils transpirent cette sensation de ne pas être dans les clous de ce qu'on leur demande. C'est en ça déjà que derrière les galères de ces enfants à résoudre des exercices se cache vraiment une incompréhension mutuelle et surtout une angoisse de l'avenir. Cette angoisse est très saisissante quand ils partent découvrir le collège de la commune. Les bruits permanents, le monde qu'il y a, la cantine où il faut aller vite pour se faire un repas, tous ces bouquins qui se retrouvent dans une bibliothèque, la pression est déjà là et existe. Et les élèves les plus vieux de la classe le sentent et ont déjà cette angoisse à l'idée d'y aller. C'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle Georges les prévient à la fin du film. Le collège, ça va être difficile. Il va falloir se serrer les coudes et rester entre vous, dit-il à 2 élèves qui quelques mois auparavant pourtant s'étaient bagarrés entre eux. C'est extrêmement touchant et ça amène effectivement parfois à sourire car il y a un côté très mignon forcément qui se dégage de cette naïveté enfantine, mais aussi à pleurer quand on sait qu'ils sont bien plus complexes que ça. Pourtant, là-dessus, la plupart des gens riaient à gorge déployée. Un peu comme s'ils se moquaient certes tendrement, mais toujours en abordant un ton un peu paternaliste, à regarder les enfants comme des petits jouets, trop mignons pour ne pas comprendre qu'il y a le 7 après le 6. En fait, moi j'ai trouvé que l'humour se trouvait surtout là où certains élèves défiaient intelligemment la calme autorité de l'instituteur. Comme une scène où Jojo a envie de fuir des questions, il essaie de le tromper pour qu'il change de sujet. Et dis-moi, et ça continue après les milliards? Monsieur, regardez tous les animaux là. Dis-moi, oui, c'est bien. Est-ce que tu crois que ça continue après les milliards? Non. Ça s'arrête? Puisque tu m'as dit on pouvait compter tout le temps. Hein? On peut continuer à compter? Non. Tu crois? Non. Ou bien quand Julien tente maladroitement de réconcilier un gamin plus jeune qui pleure sa maman, ou bien tout simplement quand toute la classe part faire de la luge. Ces scènes illustrent davantage l'intelligence des enfants et leur capacité à réfléchir et à penser, qui était à mon avis beaucoup sous-estimé à l'époque. Et pourtant, la caméra de Philibert parvient à capter ces regards qui en disent long, ces regards taquins, comme parfois, souvent tragiques. Il y a clairement un côté très attendrissant et touchant, mais la tragédie ne tient pas seulement compte du système éducatif et de cette angoisse, mais aussi des conditions sociales de ces enfants. Nicolas Philibert a l'intelligence de sortir parfois de l'école pour aller observer comment se passent les révisions à la maison. Car c'est là que tout commence. C'est au sein d'une certaine condition familiale que démarre l'état d'esprit d'un enfant et qu'il se construit, et c'est là où le film adopte un ton qui est assez tragique. Il se sent pas bien quand tu dis des trucs comme ça.
Alors c'est facile hein, de dire une insulte, c'est tout à fait gratuit. Hein. Un mot, petit ou gros, c'est vite dit. Mais ça peut faire très mal, ça peut blesser. Dans un long plan, Olivier et Julien se retrouvent face à Georges. Ils ont visiblement fait une bêtise. Au fur et à mesure des questions de l'instituteur et des réactions des deux enfants, on comprend qu'ils se sont bagarrés. Et que tout a commencé quand Julien s'est mis à insulter violemment Olivier. Ce dernier pleure pendant le plan, là où Julien esquive un peu les regards et garde un petit sourire mesquin tout en sachant très bien qu'il n'aurait pas dû faire ça. D'où peut bien provenir ces insultes, cette violence? Est-ce propre au caractère de Julien? Quelques plans plus tard, Nicolas Philibert s'immisce le temps d'un soir dans la maison de Julien pour filmer des révisions avec sa mère. Après une erreur de calcul de mathématiques, la mère lui met une claque devant la caméra. Puis Julien recommence en se concentrant un peu plus et avec un regard un peu désespéré et fatigué de la maman. Un plan laisse apparaître un oncle qui a lui-même du mal à comprendre le problème mathématique. Philibert cut. Après un plan où il n'y a que Julien et sa mère, c'est maintenant le petit frère, l'oncle et le père qui résolvent ensemble le problème. Julien semble à bout, n'arrive plus à se concentrer et se mélange les pinceaux. On peut imaginer que ça fait des heures qu'il est sur ce problème de maths. Un peu plus tard dans le film, on verra Julien cuisiner pour sa petite sœur, conduire et garer un tracteur et se charger de nettoyer derrière les vaches du troupeau de la famille. Tout est là. Dans la simplicité des plans, on comprend tout. Julien n'a pas eu d'enfance de rêve, il a dû être adulte très vite et vit sous une pression violente de la famille qui n'hésite pas à le gifler en sachant qu'il y a une caméra. Et cette pression à l'époque est très normalisée, voire anodine, raison pour lesquelles la mère ne voit sûrement pas le problème à gifler son fils devant la caméra. Plus qu'une question individuelle, c'est une question de système social. Aussi, la claque arrive très brutalement. La séquence à part est moins forte, mais dans le film, elle apparaît après 40 minutes de très grand calme au sein de l'école et au sein des paysages. La question de la violence sur les enfants est aujourd'hui mise sur la table, là où en 2002, il était encore considéré comme anodin ou normal de lever la main sur son fils ou sa fille. Cette séquence des révisions que je vous ai racontée, elle a fait énormément rire la salle. Là où moi j'étais très touché parce que le film révélait intelligemment par le montage et les situations. Cela en dit long sur la façon dont une certaine génération, y compris la mienne qui a aussi connu les gifles et les fessées, perçoit l'éducation d'un enfant. À savoir, comme le système scolaire, par l'humiliation et un rapport de domination. La discipline passe par l'humiliation. Et ce que fait brillamment le film, c'est justement de montrer que ces situations au sein de la famille se répercutent dans un comportement inapproprié dans une salle de classe. Nicolas Philibert va répéter le processus plusieurs fois avec d'autres familles. Mais avec une mère par exemple désemparée par les difficultés scolaires de sa fille qui est très dans la lune, ou bien avec une autre maman muette devant un problème que tente de comprendre sa fille. Mais pas seulement pour illustrer ce qu'il a déjà montré, pour illustrer aussi une forte compassion des parents envers leurs enfants, mais aussi leur frustration à ne pas parvenir à mieux les aider et à les suivre, à cause justement de leurs conditions et de leurs difficultés financières. Sur les 2 heures de film, le cinéaste dresse en réalité un portrait social, en montrant les conditions d'éducation dans une commune rurale, plus isolée des milieux urbains, et la façon dont les familles, souvent gérantes d'une agriculture, assez pauvres, s'occupent de leurs enfants. C'est bien de le faire. C'est pas toujours évident parce que des fois je vois qu'elle est complètement paumée, il y a des fois. Moi je dis mince, ça doit pas être comme ça. Des fois je dis à Pascal, bon ça te fait rien. Tu peux lui dire à ta façon, peut-être ça comprendra mieux que moi. Ben, j'ai dit ça doit être du jargon chez moi, alors explique-lui. J'ai même demandé à mon frère là, j'ai dit bon toi tu es plus jeune, tu sais peut-être mieux les équations que moi. Il me dit ah non, moi j'ai pas appris non plus comme ça. J'ai dit bon ben fais comme tu as l'habitude de faire, je dis j'espère que tu va le corriger, qu'on comprenne. Parce que j'ai dit là on s'entend pas là. Cette tragédie dissimulée dans cette ambiance chaleureuse, dirigée par ce Georges qui a aussi d'ailleurs un passé singulier, fils d'immigrés espagnols et ouvrier agricole de base, c'est la raison pour laquelle le film est aussi magnifique. Comment, avec autant de simplicité dans le cadrage et le montage, on parvient à faire ressentir toute une angoisse mais aussi toute une joie dans les moments anodins qui parviennent, le temps d'une journée ou d'une après-midi, à oublier tout ce qui entoure ces conditions sociales. Ce monde extérieur froid, glacial et désagréable. Comment, le temps d'une balade en vélo, d'un pique-nique, un enfant trouve un plaisir à être taquin avec la caméra, à s'amuser avec le réalisateur et du coup avec nous, spectateurs. Les moments gratuits qu'offre le film sont vraiment très beaux. Ceux où les relations familiales et le dispositif scolaire s'absentent le temps de quelques minutes dans des élans purement humains. Cette représentation de la scolarité dans un milieu rural, c'est ce qu'on pourrait appeler quand même une tentative de capter un moment de réel. Mais ce réel, on ne le perçoit pas de la même manière aujourd'hui. J'ai parlé du fait que ça pouvait être une question générationnelle,
mais c'est aussi une question de sensibilisation politique et cinéphilique. Les droitards un peu populistes, pas vraiment politisés, qui souhaitent voir le réel miséreux des prolétaires uniquement blancs par exemple, vont-ils réellement s'intéresser à ces documentaires? Vont-ils saisir aussi la nuance pour comprendre que la pauvreté et la précarité amènent aussi une violence qui peut se poursuivre à travers les générations de familles? Et surtout, sont-ils pour ou contre l'élitisme scolaire qui perpétue cette concurrence entre les enfants et qui les place dans un état de stress? Quant à cette plus vieille génération, ressentent-ils une fierté quand ils voient ce Julien travailler si tôt pour la famille? Le félicite-t-il pour ce qu'il fait pour la ferme? Là est toute la rupture morale mais aussi politique. Quant à Nicolas Philibert, que je crois parfaitement sincère dans son dispositif de mise en scène, que pense-t-il de cette perception du public? Ce dernier se trompe-t-il en voyant ce documentaire comme une ode à l'innocence et à l'école républicaine comme le disait la propre distributrice du film? Dans le générique, on remarque que le ministère de l'Éducation a soutenu le film. A-t-il saisi toute la subtilité du propos? Cette ambiance chaleureuse, tant touchante, ne reflète-t-elle pas simplement que hors de tout ce système, l'enfant est justement plus heureux et épanoui? Cet effet est par ailleurs à double tranchant car il peut aussi invisibiliser un contexte politique. Mais dans les exemples que je vous ai cités, il me paraît difficile de penser que Philibert les réalisait sans un minimum de conscience des conditions sociales des familles et des enfants qu'il filmait. Mais c'est aussi à mon sens la beauté du cinéma du réalisateur. On peut trouver ça un peu niaiseux par moments. La gentillesse de Georges peut paraître parfois un peu trop extrême par exemple. Il sait qu'il est filmé donc je suppose qu'il fait aussi très attention à ce qu'il fait. Mais il dégage malgré tout une vraie sincérité. D'autant plus qu'on le sent très triste de bientôt mettre fin à ce métier. Mais comme sur l'Adamant, le but du cinéaste n'est pas forcément de dénoncer directement les failles d'un système. Chacun, je pense, aura sa sensibilité à ce niveau-là. Mais en filmant de façon très simple une situation, des visages, des corps, des êtres humains qui se rencontrent dans un décor qui pourrait représenter une bulle hors du temps, il questionne aussi les conséquences de ces failles un peu invisibles. Comment on en vient là? Et que malgré tout, dans une entraide qui se veut être empathique, on dégage des scènes magnifiques, profondément humaines. Cette bien-pensance, souvent mal vue aujourd'hui et souvent vue par une vision assez bourgeoise, prend une forme très concrète dans son cinéma. Elle est peut-être passagère, mais elle résume et synthétise un tout social, sans jamais chercher du misérabilisme, juste des gens. Et le fait de parfois sortir de ce petit confort filmé prouve pour moi que le cinéma de Philibert n'a pas un objectif esthétique qui serait complètement apolitique. En tout cas, je vous conseille vivement son cinéma et le film est très à voir. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura donné aussi envie de voir le cinéma de Philibert. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en tout cas si la vidéo vous a plu, à la partager aussi. Et n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur mon Tipeee et sur mon Twitter et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!